Bonsoir tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. J'espère aussi que vous voyez les diapositives que j'espère oui, que je tente de montrer. Oui, ok, je vois des signes de la tête. Tout va bien. Je me présente peut-être d'abord. Mon nom est San Steve. Je fais en fait partie d'une maison d'édition de jeux de rôle qui s'appelle 2D sans face, qui est basée en Suisse. Je suis notamment l'un des auteurs de la nouvelle édition de Maléfice, qui est en train d'être délivrée aux pledgers du financement participatif. Je fais aussi partie d'une association basée à Lausanne, ici en Suisse, qui s'appelle Ars Ludendi et qui réfléchit sur les différentes utilisations du jeu de rôle. Et je fais aussi partie où j'ai travaillé en tant que meneur de jeu pour psychostratégie, et c'est en fait grâce à cette expérience que je présente ce sujet maintenant, puisque ce sujet maintenant se base sur les expériences de psychostratégie. À côté de tout ça, ma vraie vie est ailleurs. Je suis ingénieur dans les télécommunications. Je suis basé en Suisse romande, donc pas très loin de chez toi, Corentin. Ce qui peut aussi expliquer certaines différences dans certains systèmes, notamment système universitaire ou les psychologues et ce genre de choses. Donc, mon sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment utilisation du jeu de rôle comme un outil d'analyse et un terrain d'expérimentation. Ma présentation va être en fait divisée en trois. Alors, tout d'abord, quelques mots sur les principes. En quoi le jeu de rôle constitue-t-il un outil ou un environnement de simulation qui permettrait justement des travaux d'observation et d'analyse des personnes concernées, donc des joueurs surtout, et comment le jeu de rôle peut aussi servir de terrain d'expérimentation et d'entraînement pour ces mêmes personnes. Donc, on va voir pourquoi je prétends que tel est le cas. Et ensuite, on va voir justement trois cas d'études des ateliers basés sur l'utilisation du jeu de rôle, du jeu de rôle comme les rôlistes l'entendent. Cas d'études développés par Psychostratégie, justement cette entreprise basée ici en Suisse. Entreprise fondée par un psychologue. Donc, le psychologue, c'est pas moi. Moi, je suis le meneur de jeu. Tout ça a été initié par un psychologue, Marc Percier, qui est peut-être parmi nous ce soir. Je n'ai pas regardé tous les pseudos, mais peut-être se pourrait-il qu'il nous rejoigne. Euh, Trois cas d'études en fait proposés par Psychostratégie, enfin trois cas d'études basés sur les activités de psychostratégie, devrais-je dire, des ateliers qui sont destinés à trois populations différentes, les enfants Asperger, les jeunes Aspi et des cadres d'entreprise. Et après, on regardera peut-être plus en détail des aspects de la méthode, l'analyse, le feedback, la progression, et on terminera par une conclusion. Évidemment, on verra si on a vraiment le temps de couvrir tout ça. Donc, Corentin, tu m'as offert, entre guillemets, 20-25 minutes. J'ai dû faire des choix. Je ne peux pas tout présenter. Mais évidemment, basé sur cette introduction, on peut peut-être, dans une séance suivante, revenir sur certains aspects ou on peut faire des séances à part ou en discuter. On n'est pas trop loin l'un de l'autre, si j'ai bien compris. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on peut prétendre que le jeu de rôle pourrait servir d'outil? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce principe de système de simulation? Ben déjà, il faut voir qu'entre le joueur et le personnage joué, il y a pas mal de choses qui sont en commun. Et là, on l'a aussi vu dans la présentation précédente. En fait, les patterns d'interaction et de réflexion sont très, très similaires entre le joueur et le PJ. Et ça peut nous être très utile déjà parce on va les observer, on va pouvoir les observer en observant les joueurs en train de jouer, évidemment. Et ce qu'on voit dans le jeu, ça va nous permettre de prédire, entre guillemets, ou de tirer, de faire des parallèles avec comment ces personnes agissent en dehors d'une partie de jeu. Donc, on va pouvoir identifier ces patterns et ces schémas comportementaux dans le jeu et en déduire certains aspects en dehors du jeu. En plus, il y a bon nombre de parallèles à tirer entre la vie réelle, l'IRL, et une partie de jeu de rôle
quand on pense, par exemple, à la vie en entreprise, ben, la vie en entreprise, il y a des buts en commun, il y a des buts que chacun a, il y a des tâches à accomplir, etc. Et puis une bande de joueurs dans les PJ doivent mener une quête, mais évidemment tous les PJ sont différents, ils ont chacun leur but qu'ils doivent suivre aussi. Le jeu de rôle est aussi un terrain ludique, c'est un terrain fictionnel, c'est un terrain décontextualisé, un terrain où peut-être devrait-on dire un média. Donc, s'applique beaucoup d'autres choses qui proviennent de domaines différents, hein. Donc, c'est un jeu. N'oublions pas que c'est un jeu. Et la théorie du jeu nous dit que, voilà, dans le moment de jeu, on bénéficie d'une relative innocuité. Ce que l'on fait dans le jeu n'a pas beaucoup de conséquences en dehors du jeu. On parle aussi de moratoire psychosocial. Donc voilà, dans le jeu, en fait, grâce à ça, on peut tester certaines choses. Et une fois que la partie s'arrête, et ben voilà, ces dernières nous, on a fait ces tests, on a peut-être réussi à entreprendre ce qu'on a voulu entreprendre, ou peut-être on n'a pas réussi, mais ça n'a pas de conséquences en dehors de la partie ou très peu. Alors que si on essayait ça dans la vie réelle, ben, on pourrait nous reprocher certaines choses, on pourrait ne pas comprendre. Voilà, je l'ai déjà mentionné, on peut en fait tester certaines choses pendant une partie de jeu de rôle. Donc, on peut observer les joueurs et en déduire certaines choses sur leur pattern d'interaction et de réflexion, hein, comment ils interagissent avec les autres, quels sont leurs schémas de pensée. Mais une fois qu'on a observé, on peut aussi dire à ces joueurs, oui, ben, la prochaine fois qu'on joue, essaye de faire ceci et cela différemment. Donc, comme ça, tu peux voir ce que ça donne, tu peux voir quel est l'impact sur les autres et tu vas pouvoir progresser. En plus, le jeu de rôle, ça a aussi le côté très formidable que c'est un outil très modulable, hein. On peut varier le nombre de joueurs autour de la table. On peut varier évidemment le jeu, l'univers, les règles. On peut faire varier la durée de la partie. On peut faire varier plein de choses. En plus, ben voilà, c'est papier-crayon, pas besoin de maintenir une infrastructure informatique. Donc, c'est vraiment très modulable. Donc voilà, on voit aussi la personne en situation. Donc, on a parlé jusque-là du PJ et du joueur, mais il y a aussi plein de choses qui se jouent autour de la table. Les joueurs font aussi partie d'un groupe, hein, le groupe de joueurs, et il y a plein d'éléments comme la dynamique de groupe qui se forment. Donc, on peut voir quel rôle dans la dynamique de groupe les joueurs prennent tout en jouant. Ça, c'est aussi très intéressant à voir. On voit évidemment la personne en interaction avec les autres, hein, puisqu'il va falloir discuter entre joueurs des actions à prendre, à moins évidemment qu'ils jouent compétitif, mais c'est très rarement le cas. Aussi, dans les discussions autour de la table, on voit plein de choses. On voit comment ils analysent la situation, on voit comment ils prennent des décisions, s'ils y arrivent ou pas, et ensuite on voit l'exécution de ces décisions. Ah, ok, d'accord, on a décidé que oui, on allait ouvrir cette porte et on allait rentrer dans le donjon, et ensuite on allait parler aux monstres avant peut-être et de les convaincre plutôt de les frapper. Peut-être c'est ça la décision. Et comment est-ce qu'ils font vraiment dans l'exécution et où est-ce que ça peut pêcher. Donc voilà, on a une vue globale de la personne grâce à son personnage joueur, grâce à sa position dans le groupe, grâce aux discussions. Et ça, c'est vraiment très riche et justement, on peut observer énormément de la personne et de son fonctionnement. Et ça, comparé à, bon, c'est peut-être un peu cliché, mais c'est certainement cliché d'ailleurs, à l'interaction typique entre un psychologue et son patient, hein, la discussion sur le divan, où en fait la personne raconte ce qu'elle veut bien raconter avec ses propres filtres et sa propre interprétation. Là, on voit énormément de choses. Donc, ça a à mon avis, ça a beaucoup d'avantages pour la pratique de la psychologie elle-même. Et afin de aussi pouvoir mettre assez rapidement des diagnostics, assez rapidement identifier des façons d'interagir, des façons de réfléchir, grâce à ce terrain d'observation, à ce terrain d'expérimentation. Bon, support ludique, on a déjà mentionné cette distanciation, hein. Rappelez que le mot jeu, des fois c'est aussi une distance, hein. Le jeu entre deux planches, c'est parce qu'il y a une distance entre ces deux planches. Donc là, ça permet la projection, ça permet une certaine distance entre les personnages et le joueur. Projection qui a aussi été mentionnée dans la présentation précédente.
Ça peut aussi permettre de supprimer certaines défenses. OK, puisque c'est pas moi, c'est le joueur, puisqu'on est en jeu, justement, je peux essayer certaines choses. Et ça donne de la distance par rapport aux remarques. S'il va falloir dire quelque chose d'assez cash sur ce qui s'est déroulé pendant cette partie, c'est moins direct si on parle du personnage qui aurait fait ceci, cela ou pas fait ceci, cela, que de dire toi, tu as fait ceci, cela ou toi, tu aurais dû faire ceci, cela. Donc, voici les principes. Maintenant, on peut passer directement aux ateliers jeux de rôle de psychostratégie et voir d'abord la structure des jeux qui s'y déroulent. Donc, je rappelle ici qu'il s'agit vraiment de jeux de rôle, hein, des jeux de rôle au sens que les rôlistes l'entendent, et non pas de jeux de psychodrame ou comme ça. Hein, donc, c'est justement, on parle aussi d'univers décontextualisé. Peut-être je suis pas venu sur ce terme-là dans les slides précédents. Donc décontextualisé, c'est que là ils vont jouer dans un univers Medfan. On va pas faire ah tu as des problèmes dans la famille avec tes parents, tes frères et sœurs. Ben alors toi tu joues le père, toi tu joues la mère, vous jouez les frères et sœurs. Non, ça ce serait contextualisé et ce serait assez lourd d'ailleurs. Ici vraiment on transpose ça dans un univers fictionnel et décontextualisé au sens où les rôlistes l'entendent. Alors, dans cette structure, on voit sur ce dessin, il y a notamment les joueurs, et puis les joueurs, ce sont justement les patients, les personnes qui sont venues avec un but précis. Il y a le maître de jeu, le meneur de jeu, donc ça c'est entre guillemets mon rôle dans tout ça. Le meneur de jeu qui a un rôle un peu plus standard par rapport aux parties de jeu de rôle à but ludique. À côté de ça, il y a aussi des assistants maîtres de jeu, des AMJ. Ils sont là pour fluidifier le jeu. C'est des problèmes de règles, c'est des problèmes matériels, des choses comme ça, des points d'incompréhension. Ils peuvent en fait voir ça avec les joueurs un à un afin que la partie continue. Parce que l'idée vraiment, c'est de jouer et d'observer les joueurs. C'est pas de s'embêter dans la règle numéro 36, page 24, alinéa 3. Voilà. Et ces assistants meneurs de jeu, ils vont aussi aider les joueurs, les faire réfléchir sur leurs objectifs, les faire voir avec eux s'ils comprennent ce qui se passe et parler de leur comportement et interaction autour de la table. Quant au psychologue, on le voit là debout sur l'image. Là, en fait, son moyen d'intervention a l'air un peu bizarre comme ça. Son moyen, oui, il est un peu effacé. Donc souvent, le psychologue là, il est dans un coin, il peint des figurines pour les prochaines parties. Donc en fait, il essaie de se faire oublier, mais il est bien là et il n'en manque pas une. Et si jamais la partie de jeu s'embourbe, si on ne sait plus comment avancer ou s'il y a un gros problème, eh ben il est là, il intervient, il a son autorité, etc. Maintenant, les parties, donc vous le voyez sur les images, donc il s'agit de parties de Medfan qui se jouent avec des figurines. Les groupes de joueurs sont assez grands, donc les figurines aident à se représenter qui est où par rapport à qui, et donc pas entrer dans des discussions. Ah oui, mais en fait, j'étais caché. Ah oui, mais tu étais où? Des choses comme ça. Les scénarios choisis pour ces aventures, ben, c'est typiquement des scénarios ouverts, non dirigistes, qui laissent les joueurs décider. Donc, pas des scénarios qui sont super linéaires, mais qui justement permettent d'observer les joueurs et de voir comment eux prennent des décisions. On peut évidemment, par les scénarios, amener certaines scènes spécifiques. S'il faut mettre les joueurs sous pression, les mettre sous pression. S'il faut s'il faut des dilemmes moraux, on mettra des dilemmes moraux. S'il faut beaucoup d'émotions, on mettra des émotions. S'il faut des situations tactiques, on mettra des situations tactiques, etc., etc. Le système de règles, alors vraiment, là, c'est en fait un jeu simple, fluide, intuitif. On perd pas de temps à expliquer les règles. On perd pas de temps à devoir les manipuler, à devoir les utiliser. Le meneur de jeu, là aussi, en fait, c'est pas lui la star. Souvent, dans les parties de jeu de rôle, le meneur de jeu, c'est lui la star et pas les joueurs. Et où c'est très souvent le leader par défaut. Voilà, les joueurs n'arrivent pas à prendre une décision comment avancer. Alors le meneur de jeu, typiquement, ben, il va faire bon. Alors vous allez parlementer ou bien vous allez fuir ou bien vous allez les affronter. Voilà, le meneur de jeu typiquement propose un choix limité et aide les joueurs à avancer. Alors là, non, parce qu'il s'agit vraiment de voir ce que les joueurs font.
Ce sont des jeux de rôle avec des briefings, hein, des briefings où on fera le lien entre la partie de jeu et le monde réel. On fera des retours à la personne, des retours pas forcément consensuels, mais là, c'est quand même bien d'avoir le psychologue qui connaît aussi un peu les dossiers des joueurs qui sont autour de la table, donc il sait où on peut appuyer, où il faudrait peut-être mieux pas appuyer, c'est pas le bon moment, où on laisse couler, ou au contraire, où on y va cash pour essayer de provoquer, provoquer, entraîner plutôt, entraîner un changement. Alors, les ateliers, trois formes d'ateliers. Alors, on peut commencer avec les ateliers pour enfants Asperger. Bon, je suis pas psychologue, mais brièvement, les enfants Asperger ou atteints du syndrome d'Asperger, plutôt, c'est parmi le trouble du spectre autistique, hein, TSA. Sont aussi dit des autistes de haut niveau. Ils ont plusieurs difficultés. Hein, je ne vais pas faire tout l'étendue de ce que représente ce syndrome, mais ils ont plusieurs difficultés, mais c'est principalement d'ordre social. Il faut qu'ils apprennent certains codes sociaux que les autres, les personnes neurotypiques, apprennent en fait de manière intuitive. Donc, si je reviens sur la slide. Donc, il y a des ateliers qui sont d'ailleurs proposés depuis 2008. Hein, donc là, on est vraiment dans la centaine d'ateliers qui ont été proposés. Donc, il y a quand même un certain volume derrière, vraiment un certain nombre d'enfants aussi. Ce sont des ateliers courts, typiquement de 3 heures, 6 séances par an, avec 8 à 10 enfants. Un nombre d'enfants autour de la table assez élevé, hein, assez élevé pour une partie de jeu de rôle. Et c'est aussi pour avoir un maximum d'interaction sociale et des choses comme ça. Mais quand même court parce que ça leur est quand même difficile. Hein, ça leur demande un effort quand même, ces parties de jeu de rôle. Deux niveaux, donc les 8-13 ans et les 14-18 ans. Et là, on travaille par objectif. Hein, quelles compétences ils doivent s'entraîner exactement là. La maîtrise, c'est par scène. Donc, ça permet justement de tester certaines compétences sociales. Hein. Le meneur de jeu jouera des PNJ aux intentions claires, quitte à grossir le trait. Hein, voilà, si un chef de village qui doit gérer un conflit et qui demande aux joueurs leur aide, ben voilà, entre les deux parties en conflit, ils vont évidemment, en exagérant un peu les sentiments, bien montrer ce qui se passe. Et les assistants meneurs de jeu vont intervenir sur les points des codes sociaux. Donc voilà, les 8-13 ans, c'est les codes sociaux de base. Hein. Il faut, comme on voit dans ces images, il faut vraiment par exemple, quand on parle à quelqu'un, on le regarde dans les yeux, on se tient aussi. Hein. Il y a des questions de maintien. Donc si moi, comme je commence à partir là de mon écran, vous allez vous demander ce que je fais. Ou alors, voilà, il y a des langages, dans le langage non verbal, s'intéresser à la discussion en cours, pas partir dans un sujet complètement autre en interrompant les personnes, etc. Donc, les bénéfices qu'ils en retirent, c'est vraiment la réduction des différences évidentes qui empêchent l'interaction standard avec entre guillemets, les moldus, les neurotypiques. Et voilà, dans les 14-18 ans, ben là, on va un peu plus loin. On peut introduire des séquences de négociations ou des scènes très tristes. Voilà, il y a un enterrement, des choses comme ça, où on peut travailler plus dans certains aspects d'émotion. Voilà. L'atelier suivant avec les jeunes HPI, d'ailleurs je crois qu'on dit actuellement les philo-cognitifs, ça c'est des ateliers qui ont été initiés en 1999 ou en 1999 comme on dit de l'autre côté du Jura. Donc voilà, il y a quand même 20 ans au compteur, 150 participants à peu près qui ont pris parti à 80 ateliers ou 90 parties. Donc, et ce qu'on voit là et ce qui est présenté là, c'est en fait la situation où, après beaucoup d'observations de comment l'atelier fonctionne, beaucoup d'ajustements pour obtenir le meilleur setup possible pour en retirer vraiment un maximum d'efficacité. Donc là, on a commencé avec des feuilles de personnages compliquées issues de Donjons et Dragons. Et on a, voilà, par exemple, c'est dans l'un des exemples, il y en a bien d'autres. On a évidemment simplifié tout ça pour justement ne plus se faire embêter par les règles, introduit les AMJ, faire en sorte que le psychologue ne soit pas le meneur de jeu, etc., etc. Donc ça, c'est venu au fil du temps. Au fil du temps. Donc, pour en revenir justement à ces HPI ou filiaux cognitifs, leurs problématiques, eh ben voilà, ils sont disharmoniques. Il y a vraiment
un décalage entre développement affectif et intellectuel, ce qui fait qu'ils ont, par exemple, des désintérêts marqués pour les centres d'intérêt des autres gens de leur âge. Il y a aussi des difficultés à entrer en relation avec les autres. Donc ici, on parle pas de HPI. Oh, mon enfant est HPI, il s'ennuie à l'école. On parle vraiment. Il y a des HPI qui vont bien d'ailleurs. Hein. J'espère que c'est la plupart des cas. Ici, on parle d'HPI qui ont vraiment des grosses difficultés et voilà, qui ont atterri chez un psychologue qui justement leur propose des ateliers comme ça. Donc là, des ateliers jeux de rôle beaucoup plus conséquents parce qu'on commence vendredi soir, on joue tout le samedi et dimanche matin, il y a des briefings entre l'équipe et les joueurs, un second débriefing où les parents sont présents. Les parties de jeux de rôle ont 10 à 14 jeunes, donc c'est vraiment une cocotte minute à relations sociales autour de la table, hein, des jeunes de 12 à 18 ans qui sont là pour justement travailler leur comportement, leur manière d'aborder les problèmes, leur manière d'aborder leur socialisation. Et voilà, donc avoir 10 à 14 jeunes, ça permet d'avoir toute la palette de ce qu'on peut voir dans la dynamique de groupe. On peut aussi voir différentes phases. Voilà, il y a des gens comme ça, ils veulent tout de suite être leaders, ils y vont tout de suite, mais peut-être ils s'éteignent après 2, 3 heures. Il y a des choses qui se voient qu'après un certain temps. Voilà, il y a des gens qui tout à coup fleurissent entre guillemets après un certain temps. Il y en a d'autres qui s'éteignent. Il y a des phénomènes de fatigue, d'énervement, des choses comme ça qu'on peut observer parce que l'atelier est aussi long. Bénéfice, c'est réduire l'isolement, comprendre, donc pour ces jeunes HPI, comprendre leur propre comportement ainsi que leurs conséquences, c'est-à-dire leur impact sur les autres. Ben, si tu interagis comme ça avec les autres, ben, regarde ce qui se passe, regarde ce que ça donne. Essaye maintenant justement de faire un peu différemment. Essaye dans la prochaine partie et tu verras les conséquences de ta façon d'agir seront différentes. Voilà. Troisième série d'ateliers, et là on sort en fait des neuroatypiques pour avoir les cadres d'entreprise. Donc les principes sont les mêmes, la population est très très différente. Alors cadre d'entreprise, ben voilà, on est en Suisse, donc il faut imaginer par exemple le directeur de multinationale, le directeur d'organisation non gouvernementale de Genève. Un patron horloger, plus les patrons de PME. Alors, qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Ben, en fait, voilà, ils ont évidemment un long parcours derrière eux. Ce sont des cadres d'entreprise aguerris, mais il y a quand même certaines choses qui coincent dans leur environnement de travail, ou bien ils voudraient pas travailler à un certain point. Et en fait, à travers ces jeux de rôle, eh ben, la même chose. On regarde leur façon de jouer. On identifie justement ces patterns de comportement, de réflexion. Et grâce à ça, on peut identifier peut-être là où ça coince. Il peut faire des parallèles avec ce qu'ils vivent au travail et ce qu'ils vivent dans la partie de jeu. Et justement, puisqu'il s'agit d'une série d'ateliers, 6 séances, environ 3 heures, les premiers on observe, on comprend et les séances de jeu suivantes, ces personnes essayent justement d'agir, d'interagir différemment. Et voilà, il y a de nouveau des feedbacks. Donc ça, ce sont des séries d'ateliers un peu plus jeunes et qui sont déroulées moins souvent. Mais c'est assez intéressant de voir les mêmes principes s'appliquer à des populations très, 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 très différentes. Et là, justement, on peut aussi travailler des points très, très précis. Ma présentation n'a pas d'anecdote ou d'exemple de parcours. Ben voilà, j'ai que 20 à 25 minutes, mais il y a des documents où on peut retrouver ça. Alors, je sais pas combien de temps. Voilà, il me reste pas beaucoup de temps, mais ça va jouer. Donc voilà. Ouais, peut-être encore 5 minutes, j'imagine. Voilà, méthode, analyse, feedback et progression. Peut-être encore certaines remarques qui s'appliquent sur les 3 ateliers jeux de rôle différents. Voilà, là, beaucoup d'analyse. On peut aussi s'auto-analyser, mais on bénéficie aussi de plusieurs points de vue. Il y a les autres joueurs autour de la table qui peuvent donner des feedbacks aussi directs. Alors que dans la vie, obtenir un feedback direct sur son comportement, c'est quand même très difficile à avoir. Plus ça chuchote plutôt entre collègues derrière, ou entre autres personnes plutôt que dire les choses face à face. Donc là, on bénéficie du retour voilà, des autres joueurs, comme j'ai déjà mentionné, du psychologue, bien
bien sûr, du meneur de jeu jusqu'à un certain point, même si le meneur de jeu, il est concentré sur la partie et la faire avancer. Les assistants meneurs de jeu qui sont souvent d'anciens joueurs, hein. Ce sont d'anciens joueurs qui ont compris, qui ont fait le parcours et qui, pour encore apprendre un peu plus, se passent assistants meneurs de jeu et aident d'autres enfants à avancer. Donc, c'est une richesse de points de vue, un environnement très, très riche où justement on peut faire surgir plein de choses. Voilà, feedback, j'ai aussi mentionné, feedback direct, intervention des assistants meneurs de jeu, de l'observateur, euh, des feedbacks pendant la partie, des feedbacks institutionnalisés par des briefings à la fin de la partie qui amènent des points de compréhension et offrent des pistes d'évaluation. Sur la ligne en bas, on voit typiquement un exemple de parcours, hein. Donc, la flèche bleu foncé, ce sont des séances individuelles, typiquement avec le psychologue. Voilà, alors le patient, futur joueur, vient auprès de ce psychologue. Ensuite, celui-ci identifie que peut-être bénéficier de ces jeux de rôle. Et ben voilà, il y a un premier atelier de jeux de rôle, on voit comment ça se passe. Et ensuite, il y a d'autres séances, on dit, OK, tu as vu comment ça se passe, est-ce qu'on pourrait travailler ce point-là, et voilà. Et ensuite, il y a un second atelier où peut-être la personne a déjà tenté de faire de nouvelles choses. Ben, ça peut être peut-être quelqu'un qui est très introverti, qui parle pas du tout, qu'on n'entend pas dans la première partie de jeu de rôle, à qui on demande d'être présent et d'être actif. Et puis, une fois que cette personne sera aussi active dans les séances suivantes, de faire encore plus, essayer d'identifier comment apporter ses idées et éventuellement à la fin, même avoir des rôles de coordination, de leader, des choses comme ça. Donc voilà, progression grâce au fait qu'on ne fait pas un atelier, mais une série d'ateliers. Vraiment, là, il y a les deux sens d'entraînement. Il y a l'entraînement voilà, il y a l'entraînement training et puis il y a l'entraînement provoquer le changement. Voilà, il y a les deux aspects qui surviennent ici. Et justement, si progression il est visible d'une séance à l'autre. Alors voilà, j'arrive déjà vers la conclusion. Donc, le jeu de rôle permet donc de simuler des processus sociaux extrêmement riches, hein. Je ne l'ai pas mentionné, mais vous l'aurez compris, les émotions, par exemple, sont aussi très, très présentes autour de la table, en plus d'avoir toute la communication sociale, etc. Donc, c'est un support d'analyse, de feedback et d'action qui permet justement d'identifier, de disséquer, d'entraîner des comportements. Il offre des bénéfices multiples, tant aux participants, hein, mais aussi pour la pratique du psychologue qui lui voit ses patients sous un autre angle, elle peut voir bien, elle peut aussi en profiter pour voir entre guillemets ce qui se passe. Bon, ça, ce sont des ateliers, il y en a eu beaucoup, hein, comme je l'ai mentionné. Néanmoins, voilà, ce sont des ateliers qui viennent du domaine privé, pas de l'environnement académique, donc il est encore difficile de quantifier les bénéfices, d'où est-ce qu'ils viennent exactement. On voit aussi qu'il y a de plus en plus de cas d'études, hein. Corentin, peut-être que tu travailles aussi sur certains cas d'études. Il y a de plus en plus de littérature, surtout dans la littérature anglaise ou scandinave, ce genre de choses. Mais quand même, le jeu de rôle, on est comme sujet d'étude, on est quand même à ses débuts et plus de recherche serait nécessaire pour identifier exactement d'où proviennent ces bénéfices, comment les maximiser, voilà, où sont les limites aussi de ce genre de système. Voilà. Alors, juste pour mentionner, ici, vous avez les coordonnées de Psychostratégie SA, si jamais vous voulez les contacter. Vous pouvez bien sûr passer par moi, hein, il y a mon vrai nom ici, là. Et avec un nom pareil, je suis très googlable, donc vous me retrouverez assez facilement. Si vous voulez un peu de lecture, il y a des articles qui ont été publiés dans des revues pour rôlistes, hein. C'est pas des revues, ces deux revues-là, Dissident. Dissident, c'était des magazines, des MOOC pour rôlistes. Et deux articles qui ont été écrits justement avec Marc Bercier, le psychologue qui a initié ces ateliers. Voilà, le premier, c'est justement sur les ateliers avec les enfants phylocognitifs. Le deuxième, c'est sur les cadres d'entreprise. Et il y a même quelques articles dans le cadre universitaire suite à des colloques et des journées d'études. Donc le premier, voilà, c'est un livre qui recueille pas mal d'articles sur le jeu de rôle.
Non, ça c'est le deuxième en fait. Le premier, c'est en fait un de tes prédécesseurs, ou deux de tes prédécesseurs, Corentin, à l'Université de Lausanne, qui en 2013 ont déjà écrit un article dans l'International Journal of Play Therapy. Oui, ça existe, tiens, intéressant. Donc, c'est deux étudiants de psychologie Lausanne. Using group role-playing games with gifted children and adolescents. Psychological Intervention Model. Donc, en fait, ils décrivent un parcours de certains de ces enfants de ces ateliers. Si vous voulez la même présentation, mais au lieu de 20-25 minutes, vous la voulez en 1 heure pour avoir plus de détails, il y a une vidéo qui est encore disponible sur le site de l'Université Lille 3. J'explique à peu près la même chose avec un de mes acolytes, Arnaud Tardy. Et, donc voilà, plusieurs papiers avec chaque fois un angle un peu différent parce que des fois c'est avec des littéraires, d'autres c'est avec de la ludopédagogie et du management ou alors de la psychologie. Donc c'est souvent sous des angles différents. Voilà, j'arrive à la fin. Donc merci pour votre attention. Et évidemment, si vous avez des questions, soit maintenant, soit plus tard, n'hésitez pas.